Mes enfants, les derniers nés de la lignée du vieux Cadmos, pourquoi restez-vous là, assis, brandissant vos rameaux de suppliants? Dis-moi, vieillard. Toi qui règnes sur notre pays, Oedipe, la cité, comme tu peux toi-même le constater, est au cœur de la tempête. Elle va périr, faute de voir germer les fruits de la terre. Elle va périr. Les troupeaux de bœufs sont frappés de stérilité. Les femmes n'arrivent plus au terme de leur grossesse. Mes pauvres enfants, garde, vous pouvez nous laisser maintenant. Il n'est aucun d'entre vous qui en souffre autant que moi. Sachez que j'ai envoyé le fils de Ménécée-Créon, mon beau-frère, Apito, demander à Apollon dans son sanctuaire ce que je devais faire ou dire pour sauver notre cité. Tu ne pouvais mieux dire. Créon s'approche. Il a l'air heureux. Il ne serait pas sinon coiffé d'une large couronne de laurier ornée de baies. Si tu veux m'entendre en présence de ces gens-là, je suis prêt à parler. À moins que tu préfères qu'on entre à l'intérieur. Adresse-toi à tous. Leur détresse me tient plus à cœur que tout ce qui pourrait m'arriver. Je vais donc vous confier ce qu'on m'a dit. Apollon, notre maître, exige de la façon la plus nette qu'il faut réparer le sang versé en versant le sang. C'est ce sang qui empoisonne la cité. Quel est l'homme qui doit subir ce sort? Nous avons eu, maître, un roi, Laios, qui régnait sur cette cité avant que tu en prennes la direction. À ce qu'il disait, il allait consulter un oracle. Il n'est plus revenu depuis qu'il est parti. Il est mort. Le dieu nous ordonne expressément de châtier ceux qui l'ont frappé de leurs mains. Et pas un seul messager, pas un seul compagnon de route n'a vu quelque chose qui pourrait nous éclairer. Ils sont morts, sauf un qui s'est enfui sous l'effet de la peur. Je connais un maître capable de discerner ces choses-là. Au même titre que son maître, Apollon, c'est Tirésias. En faisant appel à lui pour examiner cette affaire, mon roi, l'on y verrait bien plus clair. Ô toi, Tirésias, qui observe ce que l'on ne peut révéler, même si tu ne vois pas. Nous ne trouvons que toi pour trouver les meurtriers de Laios. Comme il est terrible de savoir quand cette clairvoyance ne peut aboutir à rien pour celui qui la possède. Je le savais parfaitement, et je l'ai complètement oublié. Cela ne répond pas à l'amour que tu dois à la cité qui t'a nourri, de la priver d'un oracle. Ton discours ne va pas dans le bon sens. Et comme je crains de tomber dans les mêmes travers, je ne prononcerai pas un mot de plus. Libre à toi de donner libre cours à ta rage. Sache que pour moi, c'est toi qui as mis ce crime au point, qui en est l'auteur. À ceci près que tu ne t'es pas toi-même sali les mains. Si tu voyais, je dirais que tu l'as commis tout seul. Vraiment? Voici ce que j'ai à te dire. À partir d'aujourd'hui, tiens-t'en au terme de ta propre proclamation et ne t'adresse ni à ces gens, ni à moi. C'est toi, le sacrilège, qui souille notre pays. C'est Créon qui t'a soufflé ces ignominies, ou les as-tu trouvées tout seul? Ce n'est pas Créon la cause de tes malheurs. Toi seul en es la cause. Vous le regretterez, toi et celui qui a mis au point ce complot. Éclaté chez les morts. Deux parties s'affrontent violemment, parce qu'il y a une loi qui est en vigueur ici. Celui qui est le meilleur d'entre ses collègues se voit nourri aux frais de l'État et honoré d'un trône tout auprès de Pluton, jusqu'à ce qu'il en arrive un autre plus calé que lui dans son art. Alors la règle était qu'il s'efface. C'est pourquoi ça a mis Échille à l'envers. C'est lui qui avait le trône de la tragédie, mais depuis qu'il est descendu ici,
Euripide s'est répandu en démonstration et a revendiqué le trône où siégeait Échille. Non, je lâcherai pas le trône, inutile de me sermonner, je suis plus fort que lui, prétends-je dans notre art. Échille, tu ne réponds pas. T'entends pourtant ce qu'il dit. Il va commencer par se draper dans sa majesté comme il le faisait à tous les coups pour en jeter plein la vue. Et toi, mon lascar, prends-la pour moi haut. Mais c'est que je connais le client, il y a Bellage que je l'ai percé à jour. Un faiseur de sauvages, une grande gueule, mort aux dents, toujours hors de ses gonds, un phraseur inendiguable pour souffler fagotant ses grands mots. Vrai, toi que mis au monde la nymphe potagère, c'est toi qui me parles de la sorte. Dis, calandre de glaneur, faiseur de loqueteux, ravaudeur de guenilles, tu t'en repentiras. Halte, Échille, garde que les couronnes t'échappent à la bile. Rien à faire. Moi je veux faire voir en pleine lumière ce qu'il est, ce faiseur de banque croche pour se pavaner ainsi. Un mouton noir, mes agneaux. Voici un coup de chien qui se prépare à éclater. Dis donc, collectionneur de mélopées interlopes, toi qui ouvres la porte de notre art à des couples abominables. Halte là, très vénérable Échille. Et toi, évite la grêle, mon pauvre Euripide. Tire-toi de là, reste dans ton coin. Si tu ne veux pas que, dans sa colère, il t'assène crâne à mont sous l'écran, un mot qu'il battait les dés, boitez. Et toi, pas de colère, Échille. À cette épreuve de vérité, soumets-le et soumets-toi en douceur. Ce n'est pas joli pour des poètes de s'engoler comme des poissards. Tu prends feu et tout de suite, comme les bois des chênes, tu fais des éclats. Je suis prêt pour mon compte, je ne renacle pas. Allons-y du bec, lui le premier ou moi le premier à son gré, sur les dialogues, sur les chants et sur les ressorts de ma tragédie, morbleu, et sur mon éole, et sur mon pé, et sur mon méagre, et aussi sur mon téléphone. Échille, qu'est-ce qu'il te propose? Parle! Je ne voulais pas de celui-ci pour duel. Le combat n'est pas égal entre nous. Pourquoi ça? Parce que ma poésie, moi, n'est pas morte avec moi. La sienne, elle est morte avec lui. Il en aura des munitions de bouche. Puisque tu en as décidé ainsi, je m'incline. Allons, qu'on me donne ici des l'encens et du feu. Que je fasse, avant ces joutes où vous allez vous ingénier, une prière pour trancher ces débats du goût les plus éclairés. Clutanos, un pepes italian, madeis de pancoinos eleusinios, deusen clopois. Faites aussi une prière, vous deux, avant de dire ce que vous avez à dire. Déméter! Ô déesse qui a nourri mon génie! Daigne permettre que je sois digne de tes mystères! Ah! Et toi aussi, prends de l'encens et offre-le. Merci, autres sont les dieux que j'invoque, Toi, tes dieux personnels cachés derrière cri? pour sûr. Eh bien, invoque tes dieux personnels. Éther, toi ma Provende, ô longue puissance cardinale, ô entendement, ô recès où s'abrite le flair, faites que je réfute bien édûment et dès le premier contact les arguments adverses.
Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mes chers fidèles, bienvenue en ce dimanche saint dans la maison de Dieu. Célébrons ensemble ce jour anniversaire de la résurrection du Seigneur. Revivons le Saint-Sépulcre. Et commençons par montrer Pilate qui parle à son garde. Veillez, afin que les disciples ne dérobent et disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Alors, Pilate et son garde s'en vont vers le sépulcre en chantant. Gardons le tombeau pour ne pas perdre l'enseveli, que ne surviennent ses disciples pour le transférer ailleurs. Qu'arrive bientôt l'ange et leur jette sa foudre. Que les gardes tombent comme morts. S'avancent ensuite les maries, que deux d'entre elles portent dans les mains un vase pour l'onguent et la troisième un encensoir. Qu'elles arrivent devant la porte de l'église et que Marie-Madeleine commence par prier le Seigneur. Père Tout-Puissant, Altissime, très doux chef des anges, que font tes malheureuses? Ah, combien grande est notre douleur! Nous avons perdu notre consolation, Jésus-Christ, qui était notre guide. Ah, combien grande est notre douleur! Mais apportons l'onguent pour pouvoir moindre le corps, afin que les vers ne puissent le ronger. Ah, Combien grande est notre douleur! Qu'elles arrivent devant le sépulcre et que l'ange parle de l'onguent. L'onguent n'est pas nécessaire, parce que Christ est ressuscité du tombeau. Voici le lieu. Venez, venez, et voyez. Alors, Marie-Madeleine et Marie-Jacobi s'en vont vers le sépulcre. Mais n'ayant pas trouvé de corps, reviennent vers Marie-Jacobi. Ma sœur, c'est vide. Elle n'est pas là. Comment est-ce possible? Que l'archange dise: Je vous le dis en vérité, femme. Moi, je suis l'archange Michel. Ne craignez rien. Dites qu'il vous venait chercher dans le sépulcre. Jésus de Nazareth crucifié! Ô habitant du ciel! Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Rappelez-vous, comme il vous parlait quand il vous disait: il faut que le Fils de Dieu soit crucifié pour ressusciter au troisième jour. Le troisième jour? Alors, Marie-Madeleine implore le ciel. Père, toi qui es dans les cieux, ton nom est sanctifié pour l'éternité. À l'archange: Mais où est-il? Je ne sais. Le vivant parmi les morts. Tu n'as pas lieu de craindre, mais plutôt de te réjouir. Jésus de Nazareth, en effet, est ressuscité. En vérité, le Fils de Dieu. Qu'apparaisse alors Jésus-Christ. La paix soit avec vous. N'ayez pas peur. Me voici. Notre guide. Touchez et voyez. C'est bien moi. Touchez et voyez, car les esprits n'ont ni chair ni os. Relevez-vous. Alléluia! Relevez-vous et chantons en chœur. Voici que les étendards de notre roi s'avancent. Sur nous la croix resplendit dans son mystère. Où dans sa chair
créateur du monde, fut pendu comme un brigand. Voici que les étendards de notre roi s'avancent. Sur nous la croix resplendit dans son mystère, et dans sa chair le créateur du monde fut pendu comme un brigand. Voici que les étendards de notre roi s'avancent. Sur nous la croix resplendit dans Messieurs, dames, j'espère que vous avez apprécié cette introduction. Où en étais-je dans l'histoire du théâtre? Ah oui, l'apparition du mot théâtre. Par la suite, le mot théâtre a remplacé le mot tragédie, car le théatron dans les amphithéâtres grecs est l'endroit où l'on voit le mieux. Par la suite, le théâtre a continué au fil des époques, notamment au Moyen-Âge, comme vous avez pu le voir avec l'office du Saint-Sépulcre. C'était un théâtre différent, un théâtre fait par l'Église pour éduquer le peuple, faire peur aux gens par rapport à la mort et leur donner confiance à la vie en les éduquant. C'était un théâtre basé sur l'Évangile qui éduquait les jeunes gens. Messieurs, dames, je vous laisse avec la suite. Place au théâtre. Mais laurier sur laurier, Je le sais. victoire sur victoire, le prince à mes côtés. Je le sais. Dans les combats, l'essai de son courage. Je le sais. À l'ombre de mon bras. Je le sais. Il apprendrait à vaincre en me regardant faire. Je le sais. Pour répondre aux hâtes à son grand Je le sais. C'est bien le roi. Je vous ai vu combattre et commander sous moi. Et quand l'âge dans mes veines a fait couler sa glace, votre rare valeur a bien rempli ma place. Enfin, pour éviter les discours superflus, vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. Vous voyez toutefois qu'en cette concurrence, un monarque entre nous, mais quelques différences. Ce que je méritais, vous l'avez emporté. Qui l'a gagné sur vous l'avez mieux Qui mérité. veut mieux l'exercer en est bien le plus digne. Être refusé n'en est pas un bon signe. Vous l'avez eu par brigue étant vieux courtisan. La dominant au fait fut mon seul partisan. Parlons-en mieux. Le roi fait honneur à votre âge. Le roi, quand il en fait, le mesure au courage. Et par là, cet honneur n'était dû qu'à mon bras. Qui n'a su l'obtenir ne le méritait pas. Ne le méritez pas, moi. Vous. Ton impudence, téméraire vieillard, aura sa récompense. En garde! Prenez dans ma race et me rougir le front. Mais que penses-tu faire avec tant de faiblesse? Ma force usée, en ce besoin me laisse. Ton épée est à moi. Mais tu serais trop vain si ce honteux trophée avait chargé ma main. Adieu. Fais lire au prince, en dépit de l'envie, pour son instruction l'histoire de ta vie. Un insolent discours, ce juste châtiment ne lui servira pas d'un petit ornement. Ô rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire,
tant de fois affermi le trône de son roi. Trahis donc ma querelle et ne fais rien pour moi. Ô cruel souvenir de ma gloire passée, havre de tant de jours, en un jour effacé, nouvelle dignité, fatale à mon bonheur. Précipice élevé, d'où tombe mon honneur. Faut-il de votre éclat voir triompher le comte et mourir sans vengeance ou vivre dans la honte? Comte, sois de mon prince à présent gouverneur. Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur. Et ton jaloux orgueil par cet affront insigne, malgré le choix du roi, en assure un indigne. Et toi, de mes exploits glorieux instruments, et d'un corps tout de glace, inutile ornement, faire jadis tant à craindre, qui dans cette offense m'a servi de parade et non pas de défense. Va, quitte désormais le dernier des humains, et passe pour me venger en de meilleures mains. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous... Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie! Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez vous cacher. Mais on entend les gens, au moins, sans se fâcher. Ouais, bah moi je veux me fâcher, je veux pas t'entendre. Dans mon brusque chagrin, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'amise, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami. Rayez cela d'un papier. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous les déclare net que je ne le suis plus. Et ne veut nulle place en des cœurs corrompus. Oh, je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez. Vous devriez mourir de pure honte. Je vous vois accabler un homme de caresse et témoigner pour lui par les dernières tendresses de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous me dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant et vous me le traitez à moi d'indifférent. Or, mais c'est une chose indigne, lâche, infâme de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'y aurais de regret pendre tout à l'instant. Mais je ne vois pas, moi, que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt. Et ne me pende pas pour cela. Oh, s'il vous plaît. La plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Lorsqu'un homme vient vous embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnoie. Répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non, je ne hais rien tant que ces contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations qui, de civilité avec tous, font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage
Attends qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant lorsqu'au premier faquin il court en faire autant. Sur quelques préférences, une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Et parfois, en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Se roi-t-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que d'eux on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui. Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge il sied mal de faire la jolie, et que le blanc qu'elle a scandalise chacun. Sans doute. À Dorylas, qu'il est trop importun, et qu'il n'ait à la cour oreille qu'il ne lasse à compter sa bravoure et l'éclat de sa race. Fort bien! Oh, vous vous moquez! Je ne me moque point. Le spectacle va reprendre. Ça a été terminé, monsieur Tardy. Elle n'en point plus avant. Demeurons, chère Anon. Je ne me soutiens plus. Mes forces m'abandonnent. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois. Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi, hélas. Dieu Tout-Puissant, que nos pleurs vous apaisent. Oh, que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Tout m'afflige, me nuit et conspire à me nuire. Comme on voit tous ces vœux l'un l'autre se détruire, vous-même, rappelant votre force première, vous vouliez vous montrer et revoir la lumière. Vous la voyez, madame, et prête à vous cacher, vous fuyez le jour que vous veniez chercher. Noble et brillante auteur d'une triste famille, toi, dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit du trouble où tu me vois. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois! Quoi? Vous ne perdrez pas cette cruelle envie. Vous verrai-je toujours, renonçant à la vie, faire de votre mort de funestes après, madame. Madame. Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts? Quoi, madame? Insensé, où suis-je? Et qu'ai-je dit? Où laissais-je égarer mes vœux et mon esprit? Je l'ai perdu. Les dieux m'en ont ravi l'usage. Eunon, la rougeur me couvre le visage. Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs. Et mes yeux, malgré moi, se remplissent de pleurs. S'il vous faut rougir, rougissez d'un silence qui de vos mots encore aigrit la violence. Rebelle à tous nos soins, sourde à tous nos discours, vous
Voulez-vous sans pitié laisser finir vos jours? À quel affreux dessein vous laissez-vous tenter? De quel droit sur vous-même osez-vous attenter? Vous offensez les dieux, auteurs de votre vie. Vous trahissez l'époux à qui la foi vous lie. Vous trahissez vos enfants malheureux, que vous précipitez sous un joug rigoureux. Songez qu'un même jour leur ravira leur mère et rendra l'espérance au fils de l'étrangère, cette Hippolyte. Ah! Dieu! Ce reproche vous touche? Malheureuse, quel nom est sorti de ta bouche? Votre colère éclate avec raison. J'aime à vous voir frémir à ce funeste nom. Mais ne différez point, chaque moment vous tue. Réparez promptement votre force abattue. Tandis que de vos jours prêts à se consumer, le flambeau dure encore et peut se rallumer. J'en ai trop prolongé la coupable durée. Quoi? De quelque remords êtes-vous déchiré? Quel crime a pu produire un trouble si pressant? Vos mains n'ont point trempé dans le sang innocent. Grâce au ciel, mes mains ne sont point criminelles. Plutôt Dieu que mon cœur fût innocent comme elle. Aimez-vous? De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui? Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime... Ce nom fatal, je tremble. Je frissonne. J'aime... Qui? Tu connais ce fils de l'Amazone. Ce prince si longtemps par moi-même opprimé. Oh, grand Dieu! Hippolyte! C'est toi qui l'as nommé. Le nom n'est pas naturel. Le nom n'est pas naturel. Le mariage aurait donc de grands charmes pour vous. Eh bien, c'est encore oui, par exemple. Taisez-vous et allez répondre de vos impertinences ailleurs. Et sachez que ce n'est pas à vous à juger de mon cœur par le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. De quoi le vôtre s'avise-t-il de n'être fait comme celui de personne? Vous travaillez à me fâcher, Lisette. Ce n'est pas mon dessein. Mais dans le fond, voyons. Quel mal ai-je fait à dire à M. Orgonque ou que vous étiez bien aise d'être mariée? Mais premièrement, c'est que tu n'as pas dit vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Cela est encore tout neuf. C'est qu'il n'est pas nécessaire que mon père croie me faire tant de plaisir en me mariant parce que cela le fait agir avec une confiance qui ne servira peut-être de rien. Quoi? Vous n'épouserez pas celui qu'il vous destine? Mais que sais-je? Peut-être ne me conviendra-t-il point. Et cela m'inquiète. On dit que votre futur est un des plus honnêtes du monde, qu'il est bien fait, aimable, de bonne mine, qu'on pourrait avoir plus d'esprit, qu'on serait fait d'un meilleur caractère. Pardis, tout en sera bon dans cet homme-là. L'utile et l'agréable, tout y est. Oui, dans le portrait que tu en fais, et on dit qu'il y ressemble, mais c'est un on-dit. Et je pourrais bien n'être pas de ce sentiment-là, moi. Il est bel homme, dit-on, et c'est presque tant pis. Tant pis? Tant pis. Oui, une pensée bien hétéroclite. C'est une pensée de très bon sens, volontiers, un bel homme est fat, je l'ai remarqué. Oh, il a tort d'être fat, mais il a raison d'être beau. De beauté et de bonne mine, je n'en dispense, ce sont là des agréments superflus. Vertu chou.
Si je me marie jamais, ce superflu-là sera mon nécessaire. Tu ne sais ce que tu dis. Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. En un mot, je ne lui demande qu'un bon caractère. Et cela est plus difficile à trouver qu'on ne pense. On loue beaucoup le sien. Mais qui est-ce qui a vécu avec lui? Les hommes ne se contrefont-ils pas, surtout lorsqu'ils ont de l'esprit? N'en ai-je pas vu, moi, qui paraissaient avec leurs amis les meilleurs gens du monde? Oui, fiez-vous-y à cette physionomie, si douce, si prévenante, qui disparaît un quart d'heure après, pour faire place à un visage sombre, brutal et farouche, et qui devient l'effroi de toute une maison. Ergaste s'est marié, sa femme, ses enfants, son domestique ne lui connaissent encore que ce visage-là, pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable que nous lui voyons, et qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui. Quel fantasque! Avec ces deux visages. Mais Terre Cendre, par exemple. Terre Cendre. Il venait l'autre jour de s'emporter contre sa femme. J'arrive, on m'annonce, je vois un homme qui vient à moi, les bras ouverts, d'un air serein, dégagé. Vous auriez dit qu'il sortait de la conversation la plus badine. Sa bouche et ses yeux riaient encore. Le fourbe, voilà ce que c'est que les hommes. Qui est-ce qui croit que sa femme est à plaindre avec lui? Je la trouvais toute abattue. Le teint plombé, avec des yeux qui venaient de pleurer. Je la trouvais comme je serais peut-être. Voilà mon portrait à venir. Je vais du moins risquer d'en être une copie. Elle me fit pitié, Lisette. Si j'allais te faire pitié aussi. Cela est terrible. Qu'en dis-tu? Songe à ce que c'est qu'un mari. Un mari. C'est un mari. Vous ne deviez pas finir avec ce mot-là. Il me raccommode avec tout le reste. Dessous et je te soufflerai tes mots. Appelle-la. Roxane! Attends. Prends une toute caillou. Qui donc m'appelle? Moi! Qui, moi? Christian! C'est vous? Je voudrais vous parler. Bien, bien. Presque à voix basse. Non! Vous parlez trop mal. Allez-vous-en. De grâce! Non! Vous ne m'aimez plus. M'accuser juste Dieu. M'accuser, juste Dieu! De n'aimer plus. De n'aimer plus quand j'aime plus! Tiens! Mais c'est mieux. L'amour grandit dans mon âme inquiète. Que ce cruel marmot pris pour Barcelonnette. Mais c'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous, Futso, de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté, une tentative. Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. C'est mieux. De sorte qu'il strangula, comme rien, les deux serpents, orgueil et doute. Ah! Mais c'est très bien.
Et pourquoi parlez-vous de façon poétique? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? Cela veut bien trop dire, sire. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas des difficultés pareilles. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi, car c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite d'ailleurs. Vos mots à vous descendent, ils vont plus vite, les miens. Monte, madame, il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non. Grimpez sur les bancs à l'heure vite. Non, laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable, on se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne, j'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre, et vous, qu'une clarté. Vous ignorez, pour moi, ce que sont ces minutes. Si quelquefois je fus éloquent, Vous le fûtes. mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Mais parce que jusqu'ici je parlais à travers. Quoi? Le vertige où tremble quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même et j'ose. Ah, où en étais-je? Je ne sais, tout ceci. C'est si délicieux. C'est si nouveau pour moi. Si nouveau? Mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillée toujours au cœur me serre. Mais raillé de quoi? Mais d'un nez lent. Oh. Oui, mon cœur toujours de mon esprit s'habille, par pudeur. Je pars pour décrocher l'étoile et je m'arrête, par peur du ridicule, à cueillir la fleurette. La fleurette a de bon. Ce soir, dédaignons-la. Vous ne m'aviez jamais parlé comme cela. Bravo! Bonsoir. 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 Vous allez bien? Oui. Quelqu'un peut venir m'aider? Comment on fait le travail? À quelle scène venons-nous d'assister? Alors, à quelle scène venons-nous assister? Le balcon de Cyrano de Bergerac. Le balcon de Cyrano de Bergerac. C'est très précis tout ça. Si vous le dites, moi j'en sais rien. Ça vous dit un petit quiz? Non, pas trop? Ouais, non? Allez. Oh, allez. Alors, vous allez avoir 3 possibilités de réponse. Qui a écrit Cyrano de Bergerac? Réponse 1. Edmond Le Nez. Réponse 2. Edmond Rostand. Réponse 3. Edmond Pif. Je vous écoute. 1, 2, 3, c'est la réponse 2. Oh, vous êtes trop fort, vous pouvez vous applaudir, mesdames et messieurs. Bon. Autre question. J'espère que j'ai un spécialiste ou une spécialiste dans la salle. En quelle année a été écrit Cyrano de Bergerac? Je ne vois pas la personne qui m'a parlé du balcon, mais ça a l'air d'être un connaisseur. Je vous écoute? Ah, cette personne ne se fait plus entendre tout d'un coup. C'était en 1897, monsieur, voyons. Bon, j'entends des petits pas. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que je fais un petit speech comme ça, là? Non? C'est parce que les comédiens mettent 3 heures à se changer. C'est leur 3e représentation, ils ont déjà pris la grosse tête, ils disent vas-y, gardez un peu plus longtemps,
madame, vous l'avez dit, foutez-vous. Oh, mais jamais de la vie, monsieur, sortez. Ah, madame, tu plutôt che c'est là. La prima volta che ti ho visto mi sono innamorato. Depuis 8 jours, je m'attacherai pas. Vous l'avez remarqué? Mais non, monsieur. Mais si, madame, vous l'avez remarqué, une femme remarque toujours quand elle la suit. Oh, quelle fatuité. Ce n'est pas de la fatuité, c'est de l'observation. Ah, madame. Monsieur. Ah, Margherita, amore mio. Enfin, monsieur. Ah. Lucienne, d'abord. Merci. Ah, Lucienne. Oh, monsieur. Enfin, monsieur, pour qui me prenez-vous? Je suis une honnête femme. Mais tant mieux. Moi, j'adore les honnêtes femmes. Écoutez, monsieur, je voulais éviter un esclandre, mais puisque vous ne voulez pas sortir, je vais appeler mon mari. Tiens, vous avez un mari? Parfaitement, monsieur. Eh bien, on laisse cet imbécile de côté. Imbécile, mon mari. Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Eh bien, nous allons voir comment cet imbécile va vous traiter. Vous ne voulez pas sortir? Moins que jamais. Très bien. Crépin! Ah, che nome di merda! Je m'appelle ma chère amie. Va-t-elle en fiche? Oh tiens, Pontagnac, ce cher ami, oh moi qui avais renoncé à tout espoir de vous recevoir jamais chez moi. Il le connaît? Et voilà surprise! Oh, voilà une surprise, puisque vous êtes chez moi, vous deviez bien vous attendre à m'y trouver. Mais non, je voulais dire, en voilà la surprise que je vous fais, Oh hein! ça oui par exemple. Oh, ça oui, par exemple, c'est-à-dire que tu ne saurais trop remercier monsieur de sa visite. N'est-ce pas, c'est tellement gentil d'être venu nous voir et surtout de cette façon-là. Et surtout de cette façon-là. J'y pense. Vous ne connaissez pas ma femme? Ma chère Lucienne, un de mes très bons amis, monsieur de Pontagnac, ma femme. Madame. Je ne sais pas si c'est très prudent ce que je fais là de te présenter à Pontagnac. Pourquoi ça? Oh, tu ne le connais pas, c'est un tel gaillard, hein. Il ne peut pas avoir une femme sans lui faire la cour, il les faut toutes. Toutes? Ce n'est pas très flatteur pour chacune. Encore ceux qui nous courtisent. Dans courtiser, il y a courtisans. Cela témoigne au moins d'une certaine déférence. Mais quant à ceux qui espèrent nous prendre d'assaut en nous suivant dans la rue, par exemple... Il y a un homme qui te suit? Tout le temps. Ah non, mais c'est inconcevable, mon cher, ce qu'il y a de gens mal élevés à Paris. J'aimerais qu'il me tombe sous la main, ce petit crevé. Oh, eh bien, c'est facile, n'est-ce pas, monsieur de Pontagnac? Oh mon Dieu, quelle heure est-il? Comment il le connaît? Mieux que personne. Mais, madame, moi? Comment voulez-vous? Monsieur. Allons, monsieur, voyons. Il s'appelle voyons, Ponta quoi? Ponta quoi, c'est possible? Pontagnac? Pontagnac? Vous? Et... Mon Dieu, c'était moi. Oui, c'était moi. Sacré farceur! Mais c'est parce que je savais à qui j'avais affaire. Je savais que c'était madame Vatelan et je me suis dit, tiens, je vais bien l'intriguer, je vais avoir l'air de la suivre. Avoir l'air est heureux. Oh oui, taratata, vous ne saviez rien du tout. Eh bien voilà, ça vous apprendra à suivre les femmes. Vous tombez sur la femme d'un ami et vous êtes bien avancé, c'est votre leçon. Eh bien, je l'avoue. Mais vous ne m'en voulez pas au moins. Mais voyons, vous êtes un ami, par conséquent, vous savez que je sais que vous savez que je sais, nous savons que nous savons que nous savons. Alors, ça m'est bien égal, je n'ai pas l'air d'un imbécile. Mais c'est évident. Si quelqu'un peut être embêté ici, c'est vous. Moi? Ils sont touchants tous les deux. Je suis vraiment très heureuse d'avoir été un trait d'union entre vous. Vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de présenter vos excuses à ma femme. Madame, vous devez me trouver bien coupable. Allez, vous êtes bien tous les mêmes, vous autres célibataires. Célibataire? Ah mais non, il est marié. Non! Oh si. Vous êtes mariés? Oui, un peu. Mais c'est affreux, vous trouvez? Mais comment se fait-il? C'est épouvantable! Bien. Vous savez ce que c'est. Un beau jour, on se rencontre chez les mères. On ne sait pas comment. Par la force des choses, il nous fait des questions. Et on répond... Oui. Parce qu'il y a du monde. Et puis, quand tout le monde est parti, on s'aperçoit qu'on est mariés. Et c'est pour la vie! Allez, vous êtes sans excuse, monsieur.
Eh bien, ma jolie, tu te reposes? Je prends le frais en attendant le client. Tu as bien raison. Le soleil est le dieu du jour. Mais cachez-lui ce frais visage, car il pourrait brûler, dans son ardeur sauvage, les douces roses de l'amour. Bravo, c'est bien envoyé ça, Panis. Il n'y a rien de tel que 4 petits vers. C'est vous qui les avez faits? Je te dirais oui si j'étais menteur. Mais le plus grand mérite d'une poésie, c'est d'être bien placé dans la conversation. Marius, 2 anisettes. Il y en a une pour moi. Pour qui serait-elle? Viens un peu t'asseoir ici, viens. Nous avons parlé avec ta mère. Elle est en train de regarder ma comptabilité. Et je crois que nous serons d'accord si tu dis oui. Panis, je vous ai demandé quelques jours. Et tu as bien fait. Il n'est pas mauvais de faire attendre une réponse. Ton oui me fera plus plaisir encore. Dites, Panis, combien c'est que vous en avez d'ouvrières? 23. Eh, petit, remplis bien les verres. Ils sont pleins? Menteur. Tu comptes ça 2 francs 25? Il y manque comment le centime? Tenez, tenez. Attention, tu verses à côté. Il est un peu fatigué aujourd'hui. Vraiment, ce ne sont pas des manières. Coquin de sort. J'ai oublié mes allumettes. Attendez. C'est gentil ce que tu viens de faire. Une allumette tenue par une aussi jolie main. Oh, Panis, ne dites pas que j'ai de jolies mains. Elles sont belles comme tout. Elles sont fines, elles sont chaudes. Et tu as une bien belle bague. Elle est en or? Je ne sais pas, je l'ai trouvée dans une pochette surprise. Ah, alors elle est en cuivre. Oh. Et ton collier, il est en or. Oui, c'est ma tante Zoé qui me l'a donnée pour ma communion. Oh, il y a une médaille au bout. Attendez, je vais la sortir. C'est très joli. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? C'est ma date de naissance. Ma Fanny, ta mère te crie. J'ai pas entendu. Je te dis que ta mère t'appelle. Tu as des rêves? Bon, en tout cas, si elle te cherche, elle sait où tu es. Bon, parlons un peu sérieusement. Avec... C'est moi qui vous empêche de causer? Non. Vous parlez bas et quand je m'approche, vous vous taisez. C'est peut-être que nous avons des choses personnelles à nous dire. Oui, quand on ne veut pas parler devant le monde, c'est qu'on dit des saletés. Des saletés, dis grossier. Marius, fais bien attention à qui tu t'adresses. Je m'adresse à vous et je vous dis que ça me fait mal au cœur de vous voir. Et tu n'as qu'à tourner l'œil de l'autre côté. Et je n'aime pas qu'on me regarde d'un air sur 2 airs. Moi, je te regarde d'un air sur 2 airs. Marius, tu deviens fou. Un pauvre fou. Attention, il y a des fous dangereux. J'en connais un que ça lui démange de vous envoyer un pastisson. Marius. À moi, un pastisson? Pauvre petit. Allez, sortez un peu de la banquette. Avancez si vous êtes un homme. Si je te tirais le nez, il en sortirait du lait. Tenez, le voilà à mon nez. Vous avez peur, hein? Marius, fais bien attention. Tu ne me connais pas. De vous connaître, c'est le moment malheureux. Malheureux? C'est à moi que tu dis malheureux? Panis. Laisse, c'est une affaire entre hommes. Tiens-moi le chapeau. Donne-le un peu ton pastisson. Vous me le pressez le nez? Pauvre petit. Malheureux. Pauvre petit. Commerçant. Tu parles, mais tu n'oses pas commencer. Ah, vous faites beaucoup de menaces, mais rien d'autre. Oh, si je ne me retenais pas. Ah, si vous n'aviez pas de cheveux gris. Peut-être que je me les arrache pour te faire un plaisir. Oh, Paris! Ouais. On vous demande au magasin! Ma petite maman, heureusement, je n'aurais pas été long à trouver une place. Ah, je l'attends, personne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Madame
est-il allé? Madeleine! Peut-être vous dire. Madeleine! Où êtes-vous donc? Elle n'est pas là, madame. Elle est en train de préparer ma chambre. Votre chambre? C'est que... Quoi donc, madame? C'est que précisément, je viens juste de recevoir un coup de téléphone d'une amie que j'avais chargée de trouver un valet de chambre et qui en a arrêté un pour moi ce soir. Alors me voilà dans une situation bien embarrassante vis-à-vis de vous. Mais pourquoi donc, madame? Si madame a réfléchi et qu'elle préfère ne pas me garder à son service, madame n'a qu'à me le dire, tout simplement. Et que madame ne se donne donc pas la peine de me dire autre chose que la vérité. Comment? Oh. Madame vient de téléphoner probablement à mon ancienne patronne qui lui a sans doute déconseillé de me prendre à son service. Pas du tout. Oh, madame, si j'osais, je dirais à madame que madame ne sait pas très bien mentir. Et ce serait pourtant un service à me rendre que de me le dire franchement. Parce que si cette dame doit continuer à me faire du tort de cette façon-là, j'aurais tout intérêt à ne pas me servir de son certificat. C'est vrai, ce certificat est excellent. Mais quand on lui demande de vive voix de renseignements sur moi, elle les donne mauvais. Ce n'est pas bien, ça, voyons. Je comprends qu'on se soutienne entre patrons, mais enfin, tout de même. Il ne faut pas non plus empêcher un homme de gagner sa vie. Ça fait 2 fois cette semaine qu'elle me fait ce coup-là. J'en ai assez. Est-ce qu'elle a dit à madame pourquoi j'étais partie de chez elle? Elle ne me l'a pas dit, mais enfin, elle me l'a fait comprendre. Ah. Et ça fait peur à madame? Oui. Alors, je ne veux pas me permettre d'insister. Il ne me reste plus qu'à présenter mes respects à madame. Moi qui écrivais une lettre à ma mère pour lui dire que je n'avais pas été long à trouver une place. Je suis désolée, croyez-le bien. Pas autant que moi, madame, je vous le jure. Est-ce que ça ennuierait madame de me dire exactement ce que cette dame lui a dit de moi? Ça me gênerait beaucoup. Bon, je peux jurer à madame sur la tête de ma mère que ça resterait entre nous. Madame me rendrait un grand service en me le disant. Madame doit bien comprendre que, si c'est possible, il vaut mieux que je sache ce que l'on dit de moi. Elle n'a pas été bien précise, en vérité. Elle m'a seulement dit que... Mais c'est que je lui avais promis de ne pas vous en parler. Je pense bien. Mais puisque j'ai juré à madame que ça resterait entre nous, il me semble que madame peut avoir confiance. Eh bien, elle m'a dit que vous aviez eu un geste. Un geste? Un geste très grave. Tellement grave qu'elle avait été obligée de vous renvoyer séance tenante. C'est tout? Oui. Comment? Elle n'a pas dit à madame quel geste j'avais eu? Non. Madame suppose évidemment que j'ai volé. Madame a tout de suite pensé à ses bijoux. C'est-à-dire que... Ça y est, voilà, ça y est. Ah, mais c'est que moi, je ne veux pas laisser supposer ça. Ah, ce n'est pas bien. Ah, ça, vraiment. Oh, je ne peux pas laisser supposer de moi une chose pareille. Tant pis. Eh bien, madame, le geste, puisqu'elle appelle ça un geste, le geste que j'ai eu a été tout à fait différent de celui que madame suppose. Voilà exactement ce qui s'est passé. Moi, je dis les choses comme elles sont. Tant pis. Un soir, nous étions seuls, tous les deux, comme ça, chez elle. Et puis, dame, mon Dieu, hop là, voilà. Tout simplement, le voilà, le geste que j'ai eu. Tant pis, je l'ai dit. Je ne comprends pas. Madame ne comprend pas ce que je veux dire? Non. Voyons, je dis à madame que nous étions seuls, la comtesse et moi, dans l'appartement. Et alors? Eh bien, que
madame passe en revue toutes les choses qu'un homme et une femme peuvent faire quand ils sont seuls. Ah, je vois que madame, elle doit dessus. C'est toi qui devrais, je crois, te suicider pour moi. Il y a 3 mois, t'es encore là, quelle surprise. Tu n'as pas osé faire le grand pas, ce n'est pas facile, tu vois, d'abandonner la vie pour moi. Ne reste pas dans l'entrée. On ne m'y reprendra pas, Tito, je t'en réponds. Mais c'est bien vite dit. C'est encore plus vite fait. Je t'en défie. C'est ce que nous verrons. À ta place, j'y renoncerai tout de suite. Y renoncer, moi, après tout ce que j'ai fait? Jamais, entends-tu? Jamais. Et c'est toi qui me donnes ce conseil? Ah, merci vraiment, merci. Je te préviens une dernière fois. Tu fais fausse route et il t'en cuira. Oui, il t'en cuira, je t'assure. Et moi, je t'assure que l'affaire n'en restera pas là. Ce serait trop simple, vraiment, trop simple. Et puis, à t'entendre, on dirait que tu y es pour quelque chose. Eh bien non, veux-tu que je te dise, tu n'y es pour rien, rien du tout. Tu n'as donc qu'un parti à prendre, te taire et me laisser agir. Ah non, je ne me tairai pas. Je sais que j'ai raison et je veux que tu te rendes à l'évidence. Ne compte pas... Te tairas-tu enfin? Ne compte pas me réduire au silence. J'ai mon rôle à jouer ici autant que toi-même. Je sais ce que j'ai à faire. Non, tu ne sais rien. Tandis que moi, j'ai le devoir, entends-tu, le devoir de te renseigner. Je veux que rien ne reste dans l'ombre. Je sais ce que je sais. Mais toujours ce mot-là à la bouche. Et en définitive, pauvre malheureux, qu'est-ce que tu comptes faire au point où nous en sommes? Je te répète que tu ne sais rien, absolument rien. Voilà ce qui te trompe. Quand je dis que je sais ce que je sais, c'est que je sais vraiment ce que je sais. Ce n'est pas comme toi, on dirait toujours que... Bah chef, je t'en prie. Non, je ne le dirai pas. C'est trop bête. C'est pas moi qui l'ai dit. Oh, et puis en voilà assez. Avec toi, rien n'est jamais possible. En effet, rien n'est possible. De ce qui est impossible, cela au moins j'en ai la certitude, ne t'en déplaise. Tu ne vas pas là-bas, j'espère. Je n'ai aucun compte à te rendre. Mais justement, si, j'exige une explication et tout de suite, où vas-tu? Mais... Oui, il me plaît d'aller. Oh, mais il me brutalise à présent. Goujat. Pour rien. Pour... Allons, du calme. Du calme. À quoi bon s'énerver? De 2 choses l'une. Ou il choisit la première solution, ou il choisit la seconde. Dans le premier cas, il y a des inconvénients graves. Mais dans le second aussi. Inconvénients égaux. Avantages égaux. Cependant, je ne sais quoi me dit que... Mais c'est peut-être de la pure illusion. S'il allait... Ah mais non, ce n'est pas possible. Je n'y vois qu'un mur, je n'en vois pas la moitié. Et dans le fond, là-bas, sur une corde à linge, des caleçons, des chemises qui font les singes. Je voudrais un jour quitter tout ça, voguer vers ce que je ne connais pas. Où sont-ils donc, tous ces pays dont on nous parle dans les chansons? Ils sont ailleurs.
d'eau! C'est vrai. Tu es sûr que c'est ici? Quoi? Mais qu'il faut t'attendre. Il a dit devant l'arbre. Tu en vois d'autres? Qu'est-ce que c'est? On dirait un saule. Où sont les feuilles? Il doit être mort. Fini les pleurs. Moins que ce ne soit pas la saison. Ce ne serait pas plutôt un arbrisseau? Un arbuste. Un arbrisseau! Et qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'on se serait trompé d'endroit? Il devrait être là! Il n'a pas dit ferme qu'il viendrait. Et s'il ne vient pas? Nous reviendrons demain. Et après-demain? Peut-être. Ainsi de suite? C'est-à-dire... Jusqu'à ce qu'il vienne! Tu es impitoyable! Nous sommes déjà venus hier! Ah non. Par là, tu te gourres. Mais qu'est-ce que nous avons fait hier? Ce que nous avons fait hier. Oui! Ma foi, pour jeter le doute, à toi le pompon. Pour moi, nous étions d'ici. L'endroit te semble familier. Je ne dis pas ça. Alors, Ça n'empêche pas. tout de même, cet arbre, cette tourbière, Tu es sûr que c'était ce soir? quoi? Qu'il fallait t'attendre. Il a dit samedi. Il me semble. Après le turbin. J'ai dû le noter quelque part. Mais sommes-nous samedi? Et quel samedi? Ne serons-nous pas plutôt lundi? Ou vendredi? Mais comment faire? C'est pas terrible! Mais tu penses bien s'il est venu pour rien hier soir? Il ne viendra pas aujourd'hui. Mais tu dis que nous sommes venus hier! Ah, je peux me tromper. Faisons-nous un peu, tu veux? Je veux bien. Gogo? Gogo? Gogo! Je dormais. Pourquoi tu me laisses jamais dormir? Je me sentais seule. J'ai fait un rêve. Ne le raconte pas! J'ai rêvé que... Ne le raconte pas! Celui-ci suffit. Tu n'es pas gentil, Didi. À qui veux-tu que je raconte mes cauchemars privés, sinon à toi? Qu'il reste privé, tu sais bien que je ne supporte pas ça! Il y a des moments où je me demande si on ne ferait pas mieux de se quitter. Tu n'irais pas loin. Ce serait là un grave inconvénient, hein? N'est-ce pas, Didi? Ce serait là un grave inconvénient. Étant donné la beauté du chemin et la bonté des voyageurs, n'est-ce pas, Didi? Tous les soirs, va pas loin dans la gare. Jody, yo qui prends pas, aimerait bien monter pour voir. Parti, voler jusqu'à la mer, pendant la ville, voir s'éloigner la terre. Parti, jouer la film de l'air. Si vous marchez dehors à cette heure-ci, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas.
J'ai ce qu'il faut pour satisfaire votre désir. C'est pourquoi je m'approche de vous, avec l'humilité de celui qui propose, face à celui qui achète. Je ne marche pas en un certain endroit à une certaine heure. Je marche tout court, allant d'un point à un autre pour affaires privées. Je ne connais aucune sorte de désir. J'allais là devant moi selon une ligne droite qui passe à travers vous parce que vous y étiez délibérément placé. Quoi que l'on dise, la ligne sur laquelle vous marchiez est peut-être devenue tordue lorsque vous m'avez aperçu. Et qu'en toute fin de compte, lorsque j'ai intercepté votre regard, d'absolu elle est devenue relative et complexe, ni courbe, ni droite, mais fatale. Vous tâchez de glisser une épine sous la selle de mon cheval pour qu'il s'énerve. Mais je ne tiens qu'avec une courte bride. Sachez que si je vous parle encore doucement à cette heure, les premiers pas que j'ai faits vers vous étaient corrects et respectueux. Si vous me croyez animé de desseins de violence à votre égard, ne mettez pas trop tôt un nom sur cette violence. Une supposition ne mérite pas que l'on s'affole pour elle. Je ne suis pas retors, mais curieux de savoir si vous avez ce qu'il faut pour payer ce que vous êtes venu chercher. Je ne m'y soumettrai pas, vos manières me dégoûtent. À la nourriture digérée, je préfère les plats auxquels on n'a pas encore touché. Je ne veux pas d'une paix venue de n'importe où. Ne vous fâchez pas, petit père, ne vous fâchez pas. Je ne suis qu'un pauvre vendeur qui ne connaît que ce bout de territoire où j'attends là pour vendre. Et un bon vendeur tâche de dire ce que l'acheteur veut entendre. Il faut bien le lécher pour en connaître l'odeur. Je vous préférerais retors plutôt qu'amical. L'amitié est plus radine que la traîtrise. Si ça avait été le sentiment dont j'avais eu besoin, je vous l'aurais dit. Je vous en aurais demandé le prix et je l'aurais acquitté. Vous n'êtes pas ici pour le commerce. Plutôt traînez-vous là pour la mendicité et le vol qui lui succède, comme la guerre ou pourparlers. Vous n'êtes pas là pour satisfaire des désirs. Car les désirs, j'en avais. Et ils sont tombés autour de nous. Il vous aurait suffi de vous baisser pour les ramasser. Maintenant, il est trop tard. Le compte est entamé, il faudra bien l'apurer. Il est juste de voler, à qui garde jalousement dans ses coffres pour son plaisir personnel. Et il est grossier de voler lorsque tout est à vendre ou à acheter. Qu'est-ce donc que vous avez perdu que je n'ai pas gagné? J'ai beau fouiller dans ma mémoire, je n'ai rien gagné. Je ne paie pas le vent et l'obscurité, ni le rien qui est entre nous. Si vous voulez savoir ce qui est inscrit dès le départ sur votre facture, qu'il vous faudra payer avant de me tourner le dos, je vous dirai que c'est l'attente et la patience. Nous ne sommes pas, vous et moi, perdus au milieu des champs. Si c'est du mal que vous me voulez, j'appellerai, je crierai, je demanderai de l'aide. Je vous ferai entendre toutes les manières qu'il y a d'appeler au secours, car je les connais toutes. Ce n'est pas le déshonneur qui vous en empêche. Pourquoi ne fuyez-vous pas? Méfiez-vous du client. Il a l'air de demander une chose alors qu'il en veut une autre. Pourquoi ce que vous auriez demandé à quelqu'un d'autre, ne pas me l'avoir demandé à moi? Essayez de m'atteindre. S'il vous plaît, dans le vacarme de la nuit, n'avez-vous rien dit que vous désirez de moi? Rien. C'est assez beau, non? C'est le requiem pour un Je de retour. Là, vous attendez à ce que je vous demande à quelle scène venons-nous assister? Eh ben, pas du tout. À quel voyage dans le temps venons-nous d'assister? Ah, je vous écoute. Par quelle époque avons-nous commencé? Madame? Hein? Oh là là, on va réviser un petit peu l'histoire du théâtre, hein? À quelle époque venons-nous de commencer? Le monsieur ne sait pas. Oui, l'Antiquité, bravo!
Comme vous y connaissez, venez avec moi. Si, n'ayez pas peur. Voici un connaisseur. Ensuite, nous avons fait quoi ensuite? Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, bravo. Et après, les classiques. Le classique, tout à fait. Ensuite, contemporaire. Oui, contemporain. Merci, c'est bon. Et nous allons maintenant assister au théâtre moderne, mesdames et messieurs. Monsieur Pignon! Oui. Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire? Il y a des moments où j'ai l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Mais bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez peut-être se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Oui. Vous appelez Leblanc et vous dites que vous êtes producteur de cinéma. Oui. Vous avez lu le roman et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Ah oui, c'est bien ça. Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice? Ma femme! Je vous ai dit qu'ils avaient écrit un bouquin ensemble! Oui, exact. Excusez-moi. Ça ne marchera jamais. Mais si! Ça y est, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Quoi, c'est pas simple? C'est tout simple! Vous êtes producteur, ok? Ok. Vous avez une maison de production à Paris. Non, pas à Paris, il connaît tout le monde à Paris. Vous êtes un grand producteur étranger. Un grand producteur américain? Mais non, qu'il est con! Comment? Non, excusez-moi. Vous êtes belge, tiens. C'est parfait, ça, belge. Pourquoi belge? Parce que c'est très bien, belge. Vous êtes un producteur belge, vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le titre du roman, et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Mais c'est un beau livre. Très mauvais, quelle importance. Ça m'embête un peu, ça. Pourquoi? Si les bouquins est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits pour les cinémas? Monsieur Pignon. Oui? Vous n'êtes pas producteur de films. Non. Vous n'êtes pas belge non plus. Ah non. Ce n'est donc pas pour avoir les droits que vous appelez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. C'est très tordu, ça. Mais beaucoup intelligent. C'est quoi son numéro? C'est le 47, 45. Laissez-moi, je vais le faire. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon? Il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom, c'est François, c'est juste. Bah lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, bah c'est perdu de temps. Juste Leblanc. Et Christine a signé de son nom de jeune fille, Christine Le Guérec. Ah bon, elle est bretonne? Monsieur Pignon, restez concentré. Ah oui, excusez-moi. Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guérec. Ça sonne, je vous mets sur haut-parleur. Je prends l'accent belge? Surtout pas. Allô? Pourrais-je parler à Monsieur Leblanc, juste un fouet? Bonsoir, Monsieur Leblanc. Georges Van Brugge à l'appareil. Désolé de vous déranger à une heure si tardive, mais je suis producteur, n'est-ce pas? J'appelle des Belgiques un fouet et je suis très intéressé par votre roman. Le Petit Cheval de Manège. Et j'aimerais discuter avec vous l'achat des droits pour les cinémas. C'est une blague ou quoi? Mais non, c'est pas une blague, pas du tout. Pourquoi, Monsieur Leblanc? Étienne. Pardon? Arrête tes conneries, Étienne, je t'ai reconnu. Mais non, vous faites erreur, Monsieur Leblanc. Je ne suis pas Étienne, je suis producteur et j'appelle des Belgiques. Quelle production? Pardon? Votre maison de production, c'est quoi? Les films du plat pays. Les films du plat pays? C'est ça. C'est une jeune maison de production, Monsieur Leblanc. Mais c'est très dynamique. Et vous êtes intéressé par mon roman? Oui, très intéressé. Exactement. C'est pour le cinéma ou la télé? Pour les cinémas, Monsieur Leblanc. Pour les grands écrans. Pas pour la petite lucarne. Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même. Ça ne paraît pas poser des problèmes, Monsieur Leblanc. Mais
je dois vous prévenir, nous ne sommes pas en grande maison de production. Nous n'avons pas d'énormes moyens. Mais si vous n'êtes pas trop gourmand... On réglera les questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, monsieur? Monsieur? Van Brugel, je vous appelle demain matin chez vous et on prendra rendez-vous fouet. Entendu, à demain. À demain, monsieur Leblanc, à demain. Et voilà, on allait au droit. Ouh là 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 là. Et pour marcher sur Raymond, il a marché à fond. Et ma femme? Quoi? Il fait l'idiot pendant 15 minutes et il oublie ma femme. Oh la boulette. Mais quel con! Oh, j'ai fait la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. C'est pas possible, comment il peut oublier ma femme? J'ai oublié. 15 minutes. On les rappelle. Il est quel con! On les rappelle,